tranquillement maintenant, c'est la surenchère des décès du côté iranien. On va bientôt aller à 100 000. Regardez, moi ça m'a fait rire parce que on était justement en train de penser à ça. La dernière fois quand je vous ai parlé, on parlait du fait que l'association ou l'ONG la disait qu'elle avait enregistré ou elle était certaine d'avoir au moins 5000 personnes qui étaient décédées et elle en avait 17 000 autres dont elle n'était pas sûre. Et puis dans la même vidéo, on était passé à 30 000. Après, dans une autre vidéo, on était passé à 40 000. Eh bien, ça n'a pas loupé. Regardez, écoutez. Attendez. J'aime pas trop CNews parce que CNews, ils sont capables de prendre la tête. Mais en tout cas, le scénario que je vous avais dit qui allait se passer, c'est exactement ce qui est arrivé. Parce que regardez ici, aujourd'hui, on nous annonce que nous sommes passés à presque 100 000 ou 80 000. Regardez. Trump, il prend deux grands risques. Trump, il prend deux grands risques politiques. Le premier, c'est imaginer qu'il y a un avion abattu et un pilote capturé par les Iraniens. Vous voyez le risque qu'il prend? Et le deuxième risque, c'est qu'il fait une opération militaire et que dans 15 jours, 2 mois, les mollahs soient toujours en place. Il faut remettre l'élément de contexte. C'est Christian Mallard, sur une chaîne concurrente, qui citait une source administrative iranienne qui parlait de 84 677 victimes de la répression. Voilà. 84 677 victimes. Très précis. C'est quelque chose de jamais vu d'un pouvoir qui fait une répression contre son peuple depuis les massacres communistes au Cambodge. C'est énorme. 84 677 victimes. Donc il y a un problème. Il est un peu dommage que ce soit les seuls Américains qui s'engagent face à ce problème. Voilà. Et j'avais enregistré le propagandiste là, du pays du loser du Moyen-Orient. Voilà, il est ici. Écoutez-le. Retenez bien ce chiffre de source administrative iranienne. 84 677. Ce serait le nombre des victimes iraniennes qui ne cesse d'augmenter. Donc, j'espère que la source qu'il prend pour dire qu'il y aurait soi-disant 84 677 victimes en Iran n'est pas celle-ci. Parce que qui va prendre au sérieux un pays qui a contesté le nombre de gens qu'elle-même, elle a éliminé pendant au moins 1 an, qui vient dire qu'elle, par contre, elle est certaine du nombre de gens que les autres ont éliminés. Et eux, y compris les médias occidentaux, à chaque fois qu'on parlait du chiffre des gens qui seraient décédés à Gaza, ils disaient que ce sont les chiffres du Hamas, ce sont des faux chiffres, ce sont des machins, ce sont des nini. Mais par contre, eux, alors que pour le Gaza, jusqu'à maintenant, on est en dessous des chiffres qu'ils annoncent pour l'Iran. Tandis qu'en Iran, on a attendu juste le bruit des coups de feu. Rappelons cette analyse-là. En Iran, on n'a attendu que les bruits de coups de feu. Tandis que pour eux, on a vu les militaires, les tirs des militaires, les tirs des missiles, les bombardements, les bombardements avec des munitions faites exprès pour faire des dommages collatéraux. Mais on est en dessous de 70 000. Mais là, eux par contre, pour imaginer que le régime, enfin les autorités iraniennes, en 2 jours, ont fait mieux que le pays du loser du Moyen-Orient, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, on déclare que l'Iran est tellement horrible qu'en 2 jours, ils ont été capables de faire mieux que le loser du Moyen-Orient. Voilà. Et ça ne dérange personne. Ça n'a posé problème à personne. D'autant que, à la fin de tout ça, voilà la honte des hontes, ce qui se passe. Bon, ici, je lis les deux. Je les séparer peut-être dans les vidéos parce que ça, c'est important. Regardez ce que l'on apprend, je crois, hier ou avant-hier. Regardez.
C'est une première. L'armée israélienne reconnaît que plus de 70 000 personnes ont été tuées à Gaza. Bonsoir, Slimane Zeguidou. Bonsoir. Ce bilan humain est le même que celui avancé par le Hamas. Et oui, Estelle, après plus de 2 ans de démenti, de déni et de critiques acerbes contre la presse internationale accusée de relayer la propagande du Hamas, l'armée israélienne se rallie enfin au bilan établi par le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza, mais corroboré par l'ONU et les grandes ONG internationales. 70 000 morts, chiffre qui n'inclut pas les milliers de victimes encore ensevelies sous les décombres et qu'on évalue à peu près à 10 000. Toujours est-il que cet aveu, tardif mais tout à fait lucide, en dit long sur les débats qui agitent la haute hiérarchie militaire israélienne et peut-être l'ensemble des dirigeants, à propos non pas du nombre de morts, mais du poids de ces morts. Car ces officiers savent que s'ils jouissent maintenant d'une certaine impunité garantie par l'allié américain, tôt ou tard, ils devront rendre des comptes à leur conscience, à leur opinion publique, mais aussi à la justice internationale. D'où cette reconnaissance d'un bilan sur lequel il y a un consensus international. Un bilan qui pourrait être sous-évalué, malgré tout. Oui, et là, on l'apprend par la bouche de l'ancien chef d'état-major, le général Herzi Halevi, qui avait dirigé la guerre de Gaza pendant les 17 premiers mois, qui n'est pas réputé d'être un modéré ou même un pacifiste, qui lui déclare que, selon lui, l'armée israélienne aurait tué 10% des 2,2 millions Gazaouis, c'est-à-dire à peu près 200 000 victimes. C'est un chiffre qui est dit quand même par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Pour revenir au bilan que corrobore l'armée israélienne, ce bilan, l'armée israélienne s'oppose seulement au fait qu'il n'y a pas eu de gens morts de faim et que donc elle n'a pas utilisé la famine comme arme de guerre, ce qui est aussi un crime de guerre majeur. Néanmoins, dernière chose, en août dernier, des données des services de renseignement militaires israéliens divulguées par la presse indiquaient que 83% des victimes de Gaza étaient des civils, c'est-à-dire... Écoutez-moi le bilan, écoutez-moi le bilan. Écoutez-moi le bilan. Mais ces gens-là ont contesté pendant 2 ans. Et ça, c'est le bilan de 2 ans où tu vois une armée sur le terrain, des avions de chasse, en train de faire tout ça. Et on en est là. En Iran, pas de chars, pas d'avions, pas d'armée, mais on a déjà rattrapé, on a fait mieux que le pays du loser du Moyen-Orient. Et surtout, moi, ce qui me sidère, c'est que, voilà, quand je dis que la France est remplie des oracles du dimanche, des losers de samedi et de tout ça, regardez celle-ci. Regardez ce qu'elle déclarait. Il y a juste quelques temps sur les télés françaises. Regardez ce qu'elle déclarait. En effet, nous avons une guerre à huis clos qui va se dérouler sans beaucoup de témoins. Donc il n'y a pas beaucoup de journalistes sur place pour vérifier, ce qui fait que l'on dépend en effet d'une source unique qui est une source terroriste, habituée à mentir. Mais je veux dire, les mensonges et le Hamas, c'est même pas... Et en même temps, c'était un bilan qui était repris régulièrement lors des précédents conflits sans que pas grand monde y voit source à commentaire. Mais là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et les responsabilités journalistiques, dans ce moment-là, sont immenses. C'est-à-dire que quand on a une source unique... Ben non, je vais le remettre au mieux parce que sur ces... Non. Bah, en tout cas. Terroriste, il faut le préciser. Il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. Voilà. Il faut savoir qu'il faut préciser. Il faut diviser les chiffres par 5 ou par 10. Donc, selon cette dame, qui est comme BHL, qui fait partie de la myriade de ces gens, comment elle s'appelle déjà l'autre là, l'autre folle qui a remplacé Meya? Yadan. Yadan disait qu'on a tous ces gens-là qui passent à la télé pour empêcher qu'on ne dise du mal de nous, dise du mal de la communauté. C'est pour cela qu'on est là pour tweeter, pour poser la polémique dès qu'il y a un problème. Voilà à quoi servaient ces gens-là. Cette dame, elle est comme BHL.
Elle est comme la plupart de tous ces intellectuels, de tous ces élites, de ces faux intellectuels qui passent à la télé française. Quand j'étais étudiant, j'ai vu Tariq Ramadan la déchiqueter comme on déchique du papier. Même Zemmour se foutait tout le temps de sa gueule à cause de ça. Tariq Ramadan, intellectuellement, a massacré la plupart de ces gens-là à la télé. Il les a mis en lambeaux. Ils ont fait taire Tariq Ramadan avec une histoire sur sa vie privée. Tandis que eux-mêmes, quand c'est leurs histoires privées, là par contre les journalistes, ils ne peuvent pas s'en servir pour les discréditer intellectuellement. Mais intellectuellement, ils ont discrédité Tariq Ramadan sur une histoire privée. Parce qu'intellectuellement, il avait juste déchiré tous ces gens au point que tu ne pouvais pas croire que ces gens-là un jour continueraient à passer à la télé. Et cette dame continue de passer à la télé. Et vous attendez ce qu'elle vient de dire ici. Après, dites-moi maintenant que quand vous avez des intellectuels, soi-disant des gens qui sont importants en France, qui sont des faiseurs d'opinion, qui viennent dire ça, dites-nous encore que ce pays-là n'a pas une influence certaine en France, comme certains l'ont dénoncé ou le dénoncent. Et moi, ici, je vous rapporte cela parce que moi, ça me fait rire de voir regarder comme celui-ci, ou même comme celui-là, tous ces gens-là, venir parler pour l'Iran. On aurait dit qu'eux-mêmes, intellectuellement, même, ne réalisent pas ce qu'ils disent. Vous réalisez, pour éliminer presque 90 000 personnes, il faut quasiment une guerre civile. Et comme je vous avais dit, je vous ai fait ma vidéo la dernière fois, il parle de ça comme s'il n'y a pas de smartphone en Iran, comme s'il n'y a pas de airdrop en Iran, comme s'il n'y a pas de Bluetooth en Iran. Vous pensez vraiment qu'avec tous les immeubles que l'on voit intacts en Iran, s'il se passait ça, si même en Ukraine, même à Gaza, les gens, ils filment, ils réussissent à faire sortir les images, vous pensez qu'en Iran, on n'aurait pas eu droit, maintenant que soi-disant Internet est rétabli, on n'aurait pas eu droit à ces images qui seraient en train de sortir? Ou on pourrait dire que non, il est possible qu'on approche ces chiffres-là. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu répression. Mais il faut prendre des images avec des pincettes parce qu'on sait que du côté des manifestants, soudainement, quand Trump il avait dit que voilà, il va agir, on a vu des gens bizarres apparaître avec des armes. Mais ça, on n'en parle pas. Et c'est ça qui me fait rire. Et par contre, ils sont là pour essayer à tout prix de pousser Trump à agir. Ils s'imaginent des scénarios qui n'arrivent pas, hein, mais tous les jours ils imaginent. Ils imaginent des scénarios où Trump pourrait agir. Au point que même comment il s'appelle? Mythomane. Même Mythomane donne son avis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'écouter celui-ci. Parce que celui-ci, franchement, je ne sais pas c'est quoi sa légitimité. Mais bon, avant ça, rappelons tout de même, il y a quelqu'un qui a eu une éclair de lucidité. C'est ce monsieur du Figaro. De temps en temps, il a des éclairs de lucidité. Ça se voit que lui, il fait son métier depuis longtemps. Il y a des choses qu'il sait, des fois qu'il ne dit pas. Mais de temps en temps, il a des éclairs de lucidité. Il a rappelé une vérité qui est importante ici. Écoutez. Aux mêmes familles. Eh bien, tout. La dictature politique, c'est condamnable et nous sommes très heureux de vivre en liberté. Mais il y a pire que la dictature politique et nous l'oublions très souvent. Il y a l'anarchie. Et il y a pire que l'anarchie, il y a la guerre civile. C'est exactement ce que nous avons provoqué en Irak. Et il se trouve que moi, je suis allé plusieurs fois en Irak avant du temps de Saddam Hussein et après. Et j'ai comparé, j'ai parlé aux mêmes familles. Eh bien, tous regrettaient
le régime ancien, parce qu'au moins dans le régime ancien, ils ne pouvaient pas faire de politique, c'est bien d'accord, mais ils n'avaient pas peur quand ils envoyaient leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, ils ont peur. Aujourd'hui, moi j'ai fait la route du temps de Kadhafi entre Benghazi et Tripoli, mais rien n'arrivait, je roulais à 2h du matin. Aujourd'hui, c'est juste impossible, si vous voulez, c'est juste impossible. Donc on a créé l'anarchie et la guerre civile dans tout le Sahel, et donc il ne faut pas être naïf, il y a pire que la dictature politique, bien sûr. Voilà. Voilà pourquoi ces gens-là, quand ils vous parlent de soi-disant des Iraniens qui seraient favorables à ce qu'il y ait une intervention à faire machin, ceci chez eux, vous pensez qu'ils sont cons? Les Iraniens sont là. C'est un pays, enfin c'est une civilisation millénaire qui ont revu ces choses-là, qui ont vu ce que vous les Occidentaux vous avez fait aux autres. Les promesses inutiles, des mensonges que vous avez fait là pour prendre l'argent et vous gonfler le ventre. Vous pensez que eux, aujourd'hui, ils seraient favorables à ça? Écoutez-moi celui-là. La France a réalisé aujourd'hui quelque chose de considérable, c'est-à-dire qu'elle a décidé, alors qu'elle ne le souhaitait pas, de pousser à ce que les gardiens de la Révolution, le véritable État dans l'État iranien, soient placés sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. C'est sans précédent. En faisant ça, elle risque de se mettre à dos la République islamique, mais surtout elle met une pression considérable sur les gardiens en leur montrant qu'il y a un prix à payer à cette répression sans précédent. Et donc pousser à des changements internes en Iran. La situation en fait est assez simple en Iran, pour replacer quelques faits saillants. 80% des Iraniens sont contre le régime. Mais ces 80%, notamment les manifestants, n'ont pas d'armes. Les armées, ce serait reproduire les erreurs de la guerre civile en Syrie et de... 80% des Iraniens sont contre leurs dirigeants. Moi, j'aime bien quand ces gens-là présentent les choses comme ça. Vous pensez que 80% des Iraniens veulent bien vivre ou sont contre leurs dirigeants? Parce que la question est importante. Parce que comme je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos, le mal des Iraniens ne vient pas du fait qu'ils sont dirigés par soi-disant les gardiens de la révolution. Le mal des Iraniens vient du fait que les Occidentaux étranglent ce pays pour que les gens n'en peuvent plus de leur vie. Donc s'il y a une chose qu'ils ne supportent pas, c'est leurs conditions de vie. Mais face à ça, les gardiens de la révolution n'ont aucun moyen de changer cela, sauf à redéfinir l'équilibre des forces comme c'est en train de se faire là. Ça prendra du temps, mais il y a la route de la soie, il y a les routes des échanges entre les différents pays sans avoir à passer par les mers et l'air comme les Occidentaux contrôlaient avant. Parce qu'on a vu que désormais, il y a un chemin de fer qui permet de passer de la Russie à l'Iran et de l'Iran à la Russie. Et des choses comme ça, ils le multiplient afin de pouvoir développer des moyens alternatifs d'échanger entre eux sans craindre la main de l'Occident de leur faire des blocus, des choses comme ça. Mais ça prendra du temps. La Russie, si elle a échappé, c'est parce que la Russie, en bien des choses, elle est autosuffisante. Et petit à petit, ces gens-là vont s'organiser, mais ça va prendre du temps. Et la situation, même si aujourd'hui elle est empirée, et vous avez bien vu que ce sont les Américains qui ont mis dernièrement des sanctions pour faire tomber la valeur de la monnaie iranienne, tout le monde travaille à œuvrer pour un monde meilleur. Mais quand vous attendez ces gens-là qui viennent vous parler des populations qui sont en train de crever parce que l'Occident veut qu'ils crèvent, ils vous en parlent comme si ce sont leurs dirigeants qui sont là pour faire le malheur de leur population. C'est exactement ce que la plupart de ces Occidentaux-là ont fait en Afrique pendant des années et des années. Ils ont mis au pas les dirigeants africains qui devaient privilégier leurs intérêts à eux sur le bien de leur population. Au Mali, dans les pays de l'AES, les compagnies de ces gens-là commencent à payer
l'argent, les redevances à accepter de donner une plus grosse part de la population de l'argent ou des minerais ou des richesses du pays à la population. Pourquoi? Parce que ces dirigeants-là ne sont plus sous le joug des Occidentaux. Tout à fait comme le Venezuela n'était plus sous le joug des Occidentaux, des Américains, sous Chavez. Et qu'après Chavez, on a vu leur niveau, le niveau de population du Venezuela s'améliorer. Mais aujourd'hui, à chaque fois, ils viennent vous présenter la situation en vous disant « Mais à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont pour. » Ceux qui sont pour, c'est toujours ceux qui sont dehors. Comme le honteux là, le français là, il est ici, là. Lui, je ne peux pas le rater. Lui, je ne peux pas le supporter. Regardez-lui, là. Bonsoir Kéron. Bonsoir. Certains de nos téléspectateurs vous connaissent, bien sûr, vous êtes comédien, réalisateur, metteur en scène franco-iranien. C'est un pays que vous avez quitté quand vous étiez tout petit, vous aviez 2 ans, c'est ça? Faut lui demander à elle. Ouais. 2 ans, elle, c'est votre maman, qui est à côté de vous, Feresh Tetabib, bonsoir. Vous êtes la mère de Kéron, vous avez donc fui avec lui l'Iran en 1984, 5 ans donc après la Révolution. 1er janvier, oui, tout à fait. Vous vous souvenez de la date encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. C'était son anniversaire. C'est vrai, c'est une date qu'on n'oublie pas. Je vais revenir vers vous. Maintenant, la bonne question. Et ils ont fui juste au début de la Révolution. Pourquoi? Avec quels moyens? Et avant la Révolution, ce n'était pas une dictature? Donc, sous la dictature, ils étaient bien, mais sous les mollahs, ils étaient plus bien. Et moi, pourquoi je vous ai mis ce truc-là? C'est parce que lui, là, il a dit sur... attendez... Sur la miniature de la vidéo, quand j'avais lu ce qu'il a dit, je me suis dit non. Voilà. Sur la miniature de la vidéo, c'est là. Comme on peut le lire. Les gens qui dirigent l'Iran sont des incompétents corrompus. Ah bon? Parce que tu penses que toi, tu aurais mieux fait avec les sanctions et les plans machiavéliques des Occidentaux pour contraindre ton pays à s'embraser. Et moi, c'est des crétins comme ça que je ne supporte pas. Ces gens de la diaspora qui sont déjà sortis, qui vivent bien en Occident, qui profitent de leur vie, qui viennent vous faire la leçon pour dire comment ça se passe là-bas. C'est une première. L'armée israélienne reconnaît que plus de 70 000 personnes... Et donc, c'est pour cela que je voulais faire cette longue séquence sur l'Iran. Et on va finir avec celui-là. Et comme ça, je pourrais finir le live puisque ça fait un moment. De la révolution en Syrie de provoquer une guerre civile. L'apanage de l'appareil répressif est aux mains du régime, ce qui explique que quand bien même, parce que la question économique n'est pas réglée, les Iraniens continueront à aller dans la rue et se feront massacrer à nouveau. Dernière chose, sans boots on the ground, comme le disait David Reguleros, il n'y a pas de renversement de régime. Sauf que Donald Trump, pour lui, c'est hors de question. Et donc la solution, c'est peut-être celle à laquelle on assiste aujourd'hui, une pression militaire considérable, la menace de frappe est exercée contre le régime pour l'amener à prendre des décisions. Et la décision la plus récente que l'on a pu voir dans le contexte international, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Ce qui est bien sûr pas du tout légal, contraire au droit international, mais ce serait une élimination ciblée, ou en tout cas se mettre d'accord avec des éléments du régime pour mettre de côté, mettre à l'écart, provoquer la disparition de la clé de voûte du régime, l'ayatollah Khamenei. Et aujourd'hui, il ne faut pas se raconter. Ces gens-là ne réalisent pas que le reste du monde est en train de changer. Les solutions que eux ils avancent, c'est remettre ces pays-là qui essayent de sortir et de s'autonomiser par rapport à l'Occident sous le joug de l'Occident. C'est ça qu'ils demandent. Ces gens-là sont en train de bien vivre en Occident, mais leur seule préoccupation, ce n'est pas de voir leur pays prospérer, s'autonomiser, parce qu'on aurait dit que ces gens-là n'ont que ça dans leur tête. Le jour où ils seront bien, la première chose qu'ils voudront faire, c'est aller attaquer les Américains. On aurait dit qu'ils n'ont que ça à faire. Plutôt que de soutenir que, voilà, au moins laisser ces gens-là faire comme ils veulent et s'en sortir, non. Eux, la première critique, c'est toujours on va changer là-bas, ça va mieux aller. Mais à chaque fois qu'ils changent, ça ne va pas mieux.
Et l'exemple le plus criant, c'est Kadhafi. Hein. Ils ont diabolisé Kadhafi dans tous les sens. Mais aujourd'hui, comme vous l'a dit le monsieur du Figaro, à l'époque de Kadhafi, tu pouvais traverser à 2 heures du matin, personne ne te dérangeait. Mais aujourd'hui, va maintenant faire le malin en Libye. Même si tu es de l'Occident, on va voir si tu vas rentrer chez toi. Et c'est ça que je voulais que les gens y réalisent. Ces gens-là sont des menteurs. Ces gens-là ne se rendent pas compte. L'Iran, il y a quelques semaines, n'avait rien demandé à qui que ce soit. Ils sont en train de parler comme s'ils ignorent que ça était dit de la propre bouche des Américains. Nous avons fait en sorte que la monnaie iranienne tombe pour que les gens sortent dans la rue. Ils savaient que ça allait être le résultat qui allait arriver. À cela, Trump a dit, sortez dans la rue, l'aide arrive. Et si jamais vous tirez sur les manifestants, on viendra vous renverser. Alors qu'avant ça, il n'y avait pas une grosse répression. Et soudainement, on a vu apparaître dans les manifestations des gens armés. Et personne ne dit qu'il est apparu des gens armés dans les manifestations. Donc, si tu es armé, tu tires sur les gens. Normalement, on te tire dessus, toi aussi. C'est ça qui a fait que, maintenant, il y a eu des gens qui sont décédés. Et soudainement, ces décès sont passés de 5 000 à 18 fois plus, 19 fois plus. On est maintenant à plus de 85 000. Donc, en 2 jours, pendant 2 jours, on est passé... Non, pendant 2 jours, on a supprimé presque 100 000 personnes, sans traces de balles, sans vidéos qui montrent les gens en train de tomber comme des papiers, non. Mais par contre, pour ce qui s'est passé à Gaza, nous avons des images et des images et des images qui montrent comment il a fallu des semaines et des semaines et des semaines et des semaines à martyriser une population pour arriver à ces chiffres-là. Nous avons les images qui s'étaient passées en France, comment la police martyrisait les gilets jaunes. On n'est jamais arrivé à ces chiffres-là. Mais par contre, en Iran, pour les quelques fois où on voit des images, hein, où on voit les images où ça tire, parce que je vous rappelle, la dernière fois, je vous ai montré les images où ça tire, les gens, ils étaient en train de courir. Donc, ça veut dire qu'on ne tirait pas à vue, parce qu'on attendait le bruit des balles, les gens, ils étaient en train de courir. Il y avait des gens qui avaient même le temps de porter des gens. Mais on vous dit que voilà, on les a comme si c'était du papier. Et nous sommes nous sommes samedi. Moi, je vous ai dit que le modus operandi de Trump, c'est de frapper le week-end. Donc, nous allons voir si lundi, l'Iran survit et ne connaît pas d'attaque, c'est que vraiment, Trump, il n'a pas de solution. C'est que vraiment, Trump, en fait, c'est pas qu'il n'a pas de solution, c'est qu'il ne sait pas ce à quoi il va faire face s'il attaque. Parce que pour ce qui est de connaître les secrets de ce qui se passe en Iran, je suis sûr qu'ils ont déjà tout ça. C'est qu'ils ne savent pas c'est à quoi ils vont faire face si jamais ils osent. Et tant que Trump ne sera pas à l'abri de se prendre un camouflet diplomatique et surtout de tuer le mythe de sa super armée, il ne bougera pas. C'est pour cela que l'Iran ne panique pas, l'Iran est sûr de ses forces. Et moi, je suis sûr que les 2 autres grands militaires, qui sont la Russie et la Chine, ont dû donner à l'Iran de quoi faire regretter aux États-Unis si jamais ils bougent, sans toutefois aller dans l'escalade totale. Parce que s'ils vont dans l'escalade totale, je pense que les États-Unis seront sans pitié avec l'Iran, comme ils l'ont toujours montré. Après Pearl Harbor, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Japon. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Kosovo. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'Irak. Donc, mais un petit avion qui tombe, un petit hélicoptère qui tombe, un petit destroyer qui n'est pas totalement coulé mais qui est bien touché, suffiront à faire considérer ou à montrer à tout le monde que voilà, les États-Unis ne sont plus du tout ce qu'ils semblent être et que tout
les propagandistes, les machins, les nini qui peuvent parler, bah, ils ont le droit de parler, mais les États-Unis, c'est fini. C'est que la guerre de l'Ukraine a déjà montré, c'est que la guerre de 12 jours a déjà montré. Trump, il essaye justement de renverser cette image avec la première victoire qu'il a eue au Venezuela. Mais là, en Iran, c'est autre chose. C'est corsé. Donc, nous avons ici un des mecs que j'adore parce que tous les jours, il me fait rire dans les commentaires. Il confond toujours les choses que j'ai dit. Moi, j'ai jamais dit que les États-Unis vont attaquer. J'ai dit le modus operandi des États-Unis, c'est d'attaquer le week-end. Et j'ai bien dit s'ils n'attaquent pas, c'est parce que c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de ne pas attaquer. C'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance que s'ils attaquent, ils s'en sortiront aussi bien qu'au Venezuela. C'est aussi simple que ça. Mais bon, dites bonjour à messieurs le haters qui m'insultent sur tous mes vidéos tous les jours, qui se moquent de moi. Moi, je l'aime bien. Parce que s'il commente ma vidéo, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. En tout cas, je vous remercie à tous. Je voulais faire ce petit live et le partager avec vous depuis le matin. Mais bon, les conditions de chaleur et d'autres conditions sont difficiles pour moi. Donc, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de vous partager mon avis sur ce que j'ai vu dans les informations depuis la fin de cette semaine et ce week-end. Donc, je vais ici vous souhaiter un excellent samedi, un très bon dimanche. S'il y a quelque chose d'important qui se passe, peut-être que je ferai un live demain. Sinon, je ferai un live lundi. Ou peut-être, bon, lundi, je ne sais pas. Entre lundi et mardi, en tout cas. Je vous remercie tous. Passez des bons week-ends. Profitez de votre semaine, de votre famille. Et passez un bon moment. Peace out.